Ici, dans ce podcast, on dépoussière ce qui a dépoussiéré, on nettoie ce qui a nettoyé, on renverse ce qui a renversé, on flingue ce qui a flingué. Pas de langue de bois, on est incisif. C'est de la vente à l'état brut. On vous dit tout, on se dit tout. Asseyez-vous confortablement, attachez votre porte-flingue et soyez les bienvenus dans votre podcast, Les Tontons Closers. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast. Moi, c'est Steve Bellet. Et moi, c'est Silnessi. Et bienvenue dans les Tontons Closers. Alors, aujourd'hui, on va aborder une thématique. Je pense que cette thématique, on a énormément de choses à dire, Sidney. Trop même. Depuis qu'on a nos agences, je pense qu'on a vu passer tout le monde, d'accord? Donc, le sujet du jour aujourd'hui qu'on va aborder, c'est la dérive des infopreneurs du marché infopreneurial. Et croyez-moi, on a des choses à dire. C'est un sujet qui est plus que nécessaire. Alors, comme vous le savez, hein, dans ce podcast, on a dit qu'on se dit tout, on se parle franchement. Et aujourd'hui, on a trop d'anecdotes à vous exposer. Et l'idée ici pour nous, c'est simplement faire comprendre aux infopreneurs que la vente ou le closing, le closer, ce n'est pas magique, ce n'est pas un bouton magique. Ce sont également des êtres humains. Il faut savoir leur parler, il faut savoir les respecter. C'est des êtres humains, donc ça veut dire qu'en face, il y a de l'émotionnel. Et n'oubliez pas, c'est qu'ils sont, la vitrine de votre boîte. Et la performance de votre boîte, elle passe essentiellement par les closers. Donc si vous cherchez effectivement à croître, si vous cherchez, comme on dit dans le business, à impacter votre thématique, à impacter votre marché, vous devez travailler de façon étroite et collaborative avec l'équipe sales, c'est-à-dire les setters, les closers, les managers et puis également l'agence de closing. Donc on va revenir peut-être de façon un peu comme ça parsemée sur des anecdotes qui vont vous faire prendre conscience de cela, parce que l'objectif de ce podcast, c'est également éduquer, faire conscientiser ces choses, parce que peut-être que toi qui regardes ce podcast ou qui l'écoutes, ça dépend si tu es en visuel ou en audio, tu vas te rendre compte que tu fais certaines de ces choses. Peut-être inconsciemment aussi. Inconsciemment, et que tu n'avais pas conscience que c'était pas bien en fait à faire. D'abord pour ton propre business, et ensuite tout simplement pour les gens qui contribuent justement à faire croître et à faire fonctionner ton business. Qu'est-ce que tu peux lancer comme première anecdote de ton côté? Avant, parce que je pense que les anecdotes, il y en a beaucoup. Je pense aussi que les infopreneurs, en règle générale, ils se disent que le closing, effectivement, c'est une solution magique. Yes. Ils se disent que si ils n'arrivent pas à vendre, etc., c'est que forcément les closers sont nuls, okay, ou l'agence de closing elle n'est pas bonne, etc. Ils ont des attentes des fois qui sont, j'ai envie de dire, exagérées. C'est quasiment de la... Enfin, je vais dire, il délire. Pour dire les mots, on a dit qu'on se dit les mots. On se dit les choses. J'ai envie de dire, il délire. Donc, ça veut dire que ça reste quand même le problème aussi, je pense. Le problème majeur, c'est que les infopreneurs, quelque part, ne sont aujourd'hui pas des entrepreneurs. Et il y a vraiment cette notion entre l'infopreneuriat et l'entrepreneuriat. Parce que pour les personnes qui ont eu l'habitude de créer des business physiques, ils comprennent aussi bien ce que c'est le rapport avec la marge, etc. Ils ont conscience de ça. Ils ont conscience aussi que quand tu fais 3 de retour sur investissement, en fait, c'est pas si mal que ça, en vérité. Et quand on tombe sur les infopreneurs, ils ont tous ce mot à la bouche, je vais faire x10 en ROI 15, etc. Mais les mecs, des fois, c'est ça. C'est aussi fonction de ton investissement publicitaire, de ton marché, etc. Et surtout, ils sont dans cette comparaison entre moi je fais ça, l'autre fait ça et il a plus de résultats. Et je pense que la comparaison n'est pas toujours la raison et il faut souvent savoir raison garder, essayer de voir où j'en suis, comment est-ce que j'investis, quel est le retour que je fais sur mon investissement et pas se dire je vais mettre 2 000, 3 000 euros dans la boîte, mais moi il faut que je fasse 100 000 euros. Parce que la vérité c'est pas ce qu'on pense, c'est plutôt ce que les chiffres disent et ce que le marché dit. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un peu comme le diktat ce qu'on appelle les vanity metrics, le nombre de vues, le nombre de followers, le nombre de likes. Donc, il y a une course à ça. Ça, c'est les vanity metrics. Et puis, il y a également d'autres métriques qui sont aussi, je dirais, déviants. Ce sont de vraies métriques. Ce sont ce que vient de dire Steve, ce sont le chiffre d'affaires, le volume d'affaires, le taux de conversion que tu entends effectivement être exposé par les autres entrepreneurs de ta niche ou d'autres niches, et que toi tu te dises
bah, comme je suis dans les business en ligne de façon générale, où je suis dans une thématique, je suis dans du business coaching, l'autre coach font ça, d'autres coachs, d'autres business coachs ont ce genre de chiffres, bah, c'est pas normal que je ne les ai pas, moi. Et donc, je vais m'en prendre à mon équipe de vente. Parce que là, nous, on est là, effectivement, dans le cadre de ce podcast, pour parler de vente. Tu peux, par exemple, t'en prendre effectivement à ton équipe marketing. Mais là, on va prendre effectivement sous l'angle de la vente. Et donc, parce que ce sont les retours terrain qu'on a. Et là, effectivement, on va avoir un infopreneur, un entrepreneur qui devrait être digne de ce nom, mais qui justement, qui n'est pas entrepreneur, qui reste un infopreneur, et qui va justement se dire, tiens, pourquoi j'ai pas ces résultats-là? Et imputer la responsabilité de ces chiffres non atteints à son pôle de vente. Ce qui n'a rien à voir. Ça veut dire que là, tu es tout simplement en train de te dire, tiens, je pilote ma boîte depuis le point de vue de chiffres extérieurs à ta boîte. C'est comme si, pour que tu comprennes l'illogisme et la débilité du truc, c'est comme si toi, tu te dis, ben, j'habite dans un immeuble de 6 étages et toutes les personnes qui sont dans cet immeuble font toutes entre 1,80 m et entre 80 et 90 kg. Moi, je fais 1,65 m et je fais 50 kg. Eh ben, est-ce que tu vas pour autant te comporter comme ces gens-là? J'imagine que si tu te mets à table et que tu n'as que des gaillards d'1,80 m et 90 kg, ils vont pas avoir le même appétit que toi. Est-ce que pour autant, tu vas te mettre à vouloir manger, avoir les mêmes métriques dans ton assiette que en termes de portions? En termes de portions, que ça n'a absolument pas de logique, ça. Et bien là, c'est exactement ce que tu fais avec ton business. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu m'as demandé une anecdote et j'en ai une qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant. On a eu un client, etc., nouveau produit, qui n'avait jamais fait de lancement de ce produit-là, etc. Donc, pas de témoignage client, rien du tout. Hein. Quand je te dis rien, c'est parti de 0, 100 clients, rien du tout. Et du coup, ce client, effectivement, un mois d'accompagnement, on génère 98 000 € en un mois de prestations, 98 000 € de produits vendus. Et à la fin du premier mois, le client me dit oui, mais ça ne se vend pas assez, etc. Donc, du coup, ben, j'y arrive pas parce que ça ne se vend pas assez, etc. Et je dis, attends un peu, tu es en train de m'expliquer que en un mois, on te signe plus de 40 personnes sur un produit que tu n'avais jamais lancé, tu n'as pas de social proof, tu n'as pas de témoignage client, un nouveau produit, et tu es en train de m'expliquer que ça ne se vend pas assez? Le problème, il n'est pas là. Je pense que le problème des fois des entrepreneurs, c'est aussi dans la construction de vos offres, des infopreneurs. Des fois, vous générez du revenu suffisant, mais ce qui retombe dans vos poches n'est pas assez parce que vous avez mal conçu votre offre. Je prends un exemple. Si vous avez mis beaucoup de sessions de coaching et que vous avez, par exemple, sous-traité le coaching à des coachs, ben, en fait, c'est logique que à la fin, plus on vend, plus tu vas devoir payer des heures de coaching. Donc, ça veut dire que si ton tarif n'est pas bien calibré et Exactement. que les tarifs de tes frais fixes en termes de tarifs que tu vas payer à tes coachs, c'est pas bien calibré, ben, on aura beau vendre 1 million de produits, ben, du coup, le problème, en fait, c'est pareil. C'est ta marge. C'est ta marge, le problème ici. C'est comme quand tu vends du pain. Quand tu vends une baguette de pain, tu sais que tu dois utiliser de la farine. OK? Donc, plus tu vas vendre de pain, plus tu vas devoir utiliser de la farine. Ouais. Donc, et ça se joue souvent là, au côté, pas tant est-ce que ça se vend ou pas, parce que je pense que quand tu fais 100 000 € de vente sur un produit, on est quand même dans une niche de l'infoprenariat. Il n'y a pas beaucoup de charges fixes, parce que c'est aussi fait pour ça, les marges sont un peu plus conséquentes. Ouais. On a des clients qui ont plus de 50% de marge, 60% de marge, minimum, on va dire, allez, 30% de marge. Sur l'infoprenariat, si tu mets du coaching, tu peux quand même marger à 50%. Maintenant, si tu mets beaucoup de coaching, tu marches quand même encore à 30%. Donc, Mais ramène ça à une boîte conventionnelle. Dis-toi que les boîtes conventionnelles, classiques, elles n'ont pas 30% de marge. Elles n'ont pas 30% de marge. Pourtant, elles font du chiffre, elles font du fric et elles sont contentes d'en faire. Donc, les infopreneurs aussi, ils sont un peu biberonnés à ce, ben en fait, je vais avoir un business qui fait 100 K par mois, je vais avoir un business qui fait 200 K, 300 K par mois, sans s'en rendre compte que, ben en fait, au final, en termes de marge, ben, ils sont pas mal. Si on prend la vague high ticket, donc des gens qui vont vendre des produits à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 15 000, 20 000 et plus, et ceux qui vont vendre des produits à 500 €, qui vont avoir un retour sur investissement de 2, ça veut dire que pour qu'ils fassent, disons, 1 million, il faut qu'ils mettent 500 000 sur la table. Et toi, pour que tu fasses ben, peut-être 1 million, il faut que tu mettes 200 000.
ben, j'ai envie de te dire que ben, tu es mieux loti qu'eux, en fait, au final. Exactement. Mais il faut que tu comprennes aussi que le pôle commercial aussi est fonction de quelque chose, des leads. Si on n'a pas d'appel, ben, on ne peut pas convertir. Et croire qu'on va convertir aussi tous les clients qu'on a au téléphone, ça reste aussi quand même de l'illusion. De l'illusion. Ouais, il y a tellement... Quand je t'écoute, moi aussi, j'ai plein d'anecdotes qui me viennent à l'esprit. Là, quand tu parlais effectivement des illusions par rapport au fait de toujours penser que le closer, c'est un bouton magique. Et donc là, ça nous renvoie sur le marketing dans la génération de leads. Mais avant de ça, justement, j'avais une autre anecdote qui me venait. C'est une question d'éducation du marché. Alors là, la question d'éducation du marché, c'est que toi, en tant qu'infopreneur, tu as trop écouté effectivement ce qu'on appelle les marketeurs. Et les marketeurs, effectivement, t'ont induit en erreur parce que c'est eux qui vont te dire, voilà, viens, lance-toi, tout le monde peut réussir dans les business en ligne. Et est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mythe? Je dirais non. Je pense pas. Je pense que le propos des marketeurs, c'est se dire, si tu as quelque chose à raconter et tu as une expérience ou une expertise, tu peux te lancer et tu peux la monétiser. Tu peux monétiser ça. Ça, c'est vrai. Je rajouterais un critère, une condition, moi, tu vois, au fait que tout le monde puisse se lancer dans les business en ligne. C'est que, est-ce que tu as l'état d'esprit? Est-ce que tu as le bon état d'esprit? Parce que j'ai coutume de dire que avant de mettre ta casquette de closer, tu dois mettre ta casquette d'être humain. Parce que dans la vente, c'est d'abord des relations d'humain à humain. Je dirais pour les entrepreneurs, c'est la même chose. Avant de mettre ta casquette de coach, avant de mettre ta casquette de thérapeute, avant de mettre ta casquette de consultant, avant de mettre ta casquette de formateur, mets d'abord ta casquette d'entrepreneur. Ça veut dire quoi, ta casquette d'entrepreneur? Ça veut dire que tu dois prendre la responsabilité que ton business, il dépend d'abord et avant tout de toi. Pas de ton closer, pas de ton setter, pas du pôle vente, pas du manager, pas de l'agence de closing, ou alors même si je voulais défendre les autres, pas de ton assistante, pas du marketing, d'abord de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une famille, tu as un père et tu as une mère. Chacun a, je dirais, une fonction spécifique. Toi, en tant que chef d'entreprise, ta casquette d'entrepreneur, ça veut dire que tu vas poser le cadre. Tu poses un cadre dans lequel tu dis « Ok, ça c'est mon business, qu'est-ce que je dois y mettre pour qu'il fonctionne ?» Et une fois que tu as défini les éléments qui feront que ton business fonctionnera, tu peux maintenant enlever ta casquette de chef d'entreprise et mettre ta casquette maintenant de coach où tu vas être beaucoup plus dans la bienveillance. Tu ne parleras plus de prix. Pourquoi? Parce qu'avec ta casquette d'entrepreneur, tu as défini ton prix. Avec ta casquette d'entrepreneur, tu as défini la quantité de services que tu vas y mettre. Et quand tu mets ta casquette de coach, là maintenant tu es dans la bienveillance, tu sers ton client, tu ne parles plus de prix, tu ne fais que l'écouter et que le servir. Mais le truc c'est que tu as souvent tendance à mettre ta casquette de coach, de consultant, de thérapeute, de formateur, d'oublier de mettre ta casquette d'entrepreneur. Et c'est dans le cadre de ta casquette d'entrepreneur que viennent toutes les dérives dont on va parler aujourd'hui avec Steve. Ouais. C'est parce que tu ne fais pas les choses qu'il faut et donc ça crée des failles et après tu te plains. Et puis même indépendamment de ça, si on veut parler aussi un peu plus concrètement, les infopreneurs, c'est des rapaces. Disons les mots, disons les choses. Tu le rencontres moins dans les PME, dans les TPE, etc., dans des entreprises un peu plus classiques, conventionnelles, où les personnes ils vont valoriser le travail que tu vas fournir, etc. Donc, du coup, ta tarification qui va de soi. Mais d'un côté, les infopreneurs, ils vendent des offres à étiquette, ils vendent des produits assez élevés pour des particuliers ou que ce soit des entreprises. Mais d'un autre côté, c'est des personnes qui n'aiment pas eux-mêmes se faire closer par des services à étiquette dont ils ont besoin. Okay? Donc, ils ont souvent tendance à vouloir tirer les prix vers le bas, à faire les rapaces, à vouloir gratter 20 € ici, 30 € là-bas, 1% ici, 2% ici, tout en pensant que ça sert leurs intérêts, mais alors que non. Du tout. Les closers ne sont pas des salariés. Ce n'est pas des gens qui travaillent pour vous à plein temps. Donc, il faut que dans votre conscient, vous le conscientisiez et que vous compreniez que s'ils sont avec vous, c'est parce que vous leur fournissez des opportunités
Et ces opportunités vont leur permettre de générer de l'argent et de vous aussi générer plus d'argent. Donc, d'où l'importance déjà de bien incentiver sa self-esteem finalement, parce que c'est celle qui va te rapporter de l'argent. Et d'un autre côté, de comprendre que ça ne sert à rien de vouloir négocier les tarifs vers le bas, que ce soit au niveau des agences, que ce soit au niveau des closers, quand les closers ils commencent par exemple à 10%, vous voulez les payer 8%, 6%, 7%, etc. Et vous leur demandez une qualité de service comme s'ils étaient à plein temps pour vous et que les mecs, ils gagnaient des fortunes. Ah non, déjà, il y a ce premier point. Ce deuxième aspect, vous payez des écrits par la performance. Ça veut dire que vous, moi, et si on veut parler des anecdotes, on en a eu plein de ce type-là, où tu prends une mission avec un client, premier mois, il fait du marketing, puis il s'arrête 2 mois. Voilà. Parce que soit il a gagné plus que ce qu'il pensait qu'il pouvait gagner, ou il a gagné suffisamment d'argent et du coup, il veut faire le rapace en mode OK, je ne vais pas le spend en ads, en publicité, etc. Mais il s'attend des closers de rester là pendant 2 mois, à attendre, qui se décident à relancer, à faire des trucs, etc. Donc, tu as des agences qui sont compréhensifs, etc., parce qu'ils veulent vraiment vous apporter la meilleure qualité de service, qui vous mettent les closers, qui continuent à garder leurs closers à disposition pour vous. Mais dites-vous, c'est quoi, lui, sa perte en termes d'opportunité? Parce que laisser un closer 1 mois ou 1 mois et demi, ou même, disons même 2 semaines sans activité, en fait, c'est 2 semaines de chiffre d'affaires en moins pour lui. Lui, il a une famille à nourrir aussi derrière. Perte sèche. Perte sèche. Alors qu'il aurait pu utiliser ce temps-là sur d'autres missions, etc. Et pour moi, je pense que c'est l'une des plus grosses dérives, en fait, de la niche, de cette niche-là, c'est de se dire, OK, tout pour moi et très peu pour les autres. C'est tellement juste, c'est que on a coutume, nous, de dire aux closers, et cela, on parle de niveau de conscience parce que on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc là, ce dont on est en train de vous parler, si vous ne conscientisez pas, vous allez continuer à avoir le même comportement. Or, l'idée, effectivement, de ce podcast, c'est de vous aider aussi, c'est aussi participer à votre éducation, je dirais, commerciale, pour que vos entreprises prospèrent mieux. Concernant le commercial, le closer, on lui dit la chose suivante. Un closer qui n'a pas expérimenté lui-même une offre haut de gamme, un closer qui n'a pas acheté lui-même une offre haut de gamme, il ne sait pas ce que c'est que être face à une offre haut de gamme et donc il ne sait pas ce que c'est que, émotionnellement parlant, le stress, les peurs qui peuvent être générées. Mais il ne pourra pas la vendre facilement. Donc, il ne pourra pas la vendre. Donc, ça fait que le closer, c'est pour ça que nous, dans nos formations, ce sont aussi des offres haut de gamme qui font que le futur closer passe par là et quand il sera formé, on lui dira « Souviens-toi quand tu étais client, quand tu achetais ta formation, quelles étaient tes émotions ?» Et là, il s'en souvient. Je dis, voilà, tu vois, là, tu sais dans quel état d'esprit est le client face à toi. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu as su être calme, tu as su passer de l'autre côté? Et c'est ça qui va te servir aussi à aider ton client en face à passer de l'autre côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est vrai pour le closer, qui devient vendeur haut de gamme, parce que lui-même, il a acheté une offre haut de gamme, il a consommé une offre haut de gamme, vous, CEO, entrepreneur, influenceur, c'est la même chose pour vous. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire « je crée des offres haut de gamme, je mets en place des services premium, je veux que des commerciaux, des closers viennent vendre mes services premium », alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de consommer, de payer un service premium. Quelle est la cohérence que toi, tu me dises que tu as un service premium, tu veux le top du top, tu veux des top closers, tu veux un top service, et par contre, comme le dit Steve, quand vient le moment où tu dois passer en caisse, tu dis « Ah non, 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 mais moi, il faut que je négocie les prix. » Non, je te le dis clairement, tu es en train de fuir la consommation d'un service premium, donc tu n'as pas le mindset d'un service premium. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous verront soit leur service ne pas être vendu, soit leur service être vendu, mais en termes de délivrabilité, vous ne serez pas à la hauteur. Le fait que tu aies toi-même consommé un service haut de gamme avec nos services de closing ou notre agence, peu importe, ce n'est pas ça le propos, c'est que toi, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Il va se passer en toi que tu vas conscientiser, tu vas voir ce qu'on appelle la douloureuse, tu as payé, tu vas avoir un niveau d'exigence qui va monter par rapport aux prestataires.
Mais le fait que tu sois exigeant vis-à-vis du prestataire fera que toi aussi, tu auras une attente par rapport à toi et tu seras plus à même de passer à l'action et d'accepter de faire des choses que tu n'aurais pas faites si tu n'avais pas toi-même mis ces 3 000, 5 000, 10 000 euros sur la table. Et ça, c'est game changer. À partir de là, il y a quelque chose de magique qui se passe dans ta boîte, c'est que la qualité de ton service, elle s'en ressent. Et la qualité de ta communication avec ton équipe commerciale s'en ressent aussi. Pourquoi ? Parce que tu vas parler différemment à ton équipe commerciale, parce que ton équipe commerciale, c'est la vitrine de ta boîte. Et tu vas leur parler d'une autre manière qui font qu'ils vont se sentir écoutés, respectés et vont eux-mêmes retranscrire à tes clients l'énergie, les valeurs que tu leur as transmises. Si maintenant, toi, tu n'investis pas, tu vas avoir une exigence, une attente haute, mais par contre, toi-même, en fait, tu ne mets pas en place ces choses pour que cette attente, elle soit réalisée. Et puis il y a une cassure aussi qui va se passer. C'est simple, hein? Si tu veux un service premium, mais que tu payes les gens au rabais, inconsciemment, ces personnes-là, elles vont se dire, ben, je ne me foule pas, je ne me donne pas 200% parce que je ne suis pas assez payé. Donc, c'est un peu logique. C'est logique. Donc, le closer dans sa tête, il va se dire, OK, lui, grâce à nous, il gagne des millions, mais ça ne ruisselle pas. Nous, on ne le ressent pas. Tu vois? Est-ce que humainement, est-ce qu'on peut leur reprocher? Non. Attention, là, on parle de vous, on parle des infopreneurs, etc. Mais on aura dans un autre podcast à dire aussi sur les closers parce qu'il y a aussi de grosses dérives. Bien et sûr. Dieu seul sait qu'il y a énormément de choses à dire aussi sur eux. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est plus aujourd'hui de se dire, aujourd'hui, qu'on est infopreneur, il faut qu'on soit à même de pouvoir nous-mêmes consommer des offres premium. Parce qu'on veut une qualité de service, on veut atteindre des objectifs financiers qui sont assez importants. Donc, mais moi, j'hallucine souvent. Moi, j'arrive souvent dans certaines... mais tu sais, dans certaines... On ne va pas citer, les noms. Mais des fois, tu arrives dans des boîtes et les mecs, ils veulent gagner 200 000, 300 000 euros par mois et ils sont incapables de payer un email pro à leurs équipes. Un ringover. Un ringover. Pour écouter les calls. Voilà, pour écouter les calls, d'investir dans les outils. Mais non, en fait, ce logiciel, il coûte trop cher, etc. Ouais. Mais mec, tu fais 100 000 euros par mois. Tu veux aller faire 200 000 euros par mois et tu chipotes pour prendre une adresse mail de 9 balles par mois. C'est ça, c'est ça. Il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Alors, on ne dit pas qu'il faut aller se lancer dans tous les outils à la mode, etc. Mais je pense qu'il y a un préalable, tu vois. Il y a un préalable qu'il faut avoir. Il faut des outils, le minimum de base requis pour pouvoir piloter une activité comme il se doit. Et ça, on revient encore une fois aux marketeurs qui font souvent du marketing en ligne et qui invitent tout le monde à se lancer dans un business en ligne en disant en gros, il te faut juste... Comme tu parles de zéro, sans investissement, zéro. Exactement. On vous vend l'idée du business minimaliste. Et vous rentrez vraiment dans cette idée effectivement de business minimaliste, qui est une bonne chose en soi, mais qui dit business minimaliste ne veut pas dire que business... je dirais... sans investissement. Sans investissement. C'est business minimaliste ne veut pas dire business néant. Si tu prends un appartement avec un ameublement minimaliste, c'est-à-dire que c'est un appartement qui est épuré. Et d'ailleurs, c'est très beau. Mais tu as au moins un canapé, une belle table, un téléviseur, un petit tableau, et puis une chaise, un lit. C'est minimaliste, mais il y a quand même un ameublement. On t'a pas dit qu'un appartement minimaliste, c'est un appartement où tu viens, tu as juste tes murs et tu as juste le sol pour te poser et dormir. C'est pas ça. Donc là, c'est la même chose. C'est qu'il y a une interprétation du business minimaliste qui est fausse. Et c'est pour ça que je pense que c'est une question d'éducation et de définition. Qu'est-ce qu'on entend par business minimaliste? Aujourd'hui, un business minimaliste sur le web, c'est bien évidemment d'avoir une offre que tu as d'abord toi-même testée. Ok, donc il ne s'agit pas de se dire j'ai créé mon offre, maintenant il me faut des vendeurs. Non, crée ton offre et va la vendre toi-même dans un premier temps. Mais pour connaître la réalité aussi de ce que c'est. Parce que tu vas avoir des closers et tu vas te dire bah, ils sont nuls. Mais en fait, non. Peut-être c'est ton produit qui est nul. Exactement. Va le vérifier toi-même parce que si tu vends et tu te dis je ne suis pas vendeur, j'arrive à vendre, ça veut dire que le produit il intéresse ton marché. Si toi-même, personne qui connaît mieux ton produit, ton service que toi-même, tu n'arrives pas à le vendre, même les meilleurs closers auront du mal à le vendre. Parce qu'il y a des ajustements à apporter encore. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de clarté. Et par contre, ils pourront t'aider effectivement à faire les ajustements, mais ça veut dire qu'en l'état, ils ne pourront pas le vendre comme ça. Donc, c'est bien que tu le testes toi-même. Donc, crée une offre irrésistible
Ensuite, teste-le toi-même. Ensuite, commence à avoir un minimum de marketing, donc de système qui va te permettre effectivement de faire une traction, d'attirer des potentiels clients, ce qu'on appelle des prospects. Et à ce moment-là, quand tu as ça, là maintenant, tu peux commencer effectivement avec un premier closer qui lui va aussi t'aider en te faisant des retours marketing à améliorer ton offre. Et ensuite, une fois que tu as tout ça et que ça commence à fonctionner, tu dois faire d'autres investissements. Et là, effectivement, comme le disait Steve, tu dois commencer à penser non plus comme un... Là, tu quittes le statut de solopreneur. Là, tu vas passer maintenant au stade d'entrepreneur, donc quelqu'un qui a une entreprise. Et une entreprise, même si ce ne sont pas des salariés, ce sont des indépendants, ils sont freelance, mais ils font partie... Indépendants. Voilà. Mettez-vous ça. Et ça, je veux vraiment mettre le doigt là-dessus. Ce n'est pas des salariés. Ils sont à leur compte. Ça veut dire que vous n'avez pas à contrôler leur disponibilité, machin, etc. Donc, il faut aussi le comprendre. Et quand tu dis ça, je pense à une anecdote justement sur les clients qui veulent le tout de suite, en se disant, je mets les closers, il faut que les semaines à venir, qui veulent couper l'onboarding. L'onboarding, c'est très important. Très important. Et beaucoup de gens zappent cette phase-là parce que c'est la phase où vous devez être le plus disponible pour que vos closers puissent bien comprendre ce que vous faites, votre écosystème, comment vendre vos produits, quel est votre avatar client, comment est-ce qu'ils doivent se positionner dans leurs appels, etc. Donc, c'est une phase qui est très, très primordiale. Et beaucoup de gens se disent, je veux un closer, je veux qu'il soit opérationnel demain, après-demain, qu'il commence à prendre des appels parce qu'on a beaucoup d'appels qui entrent, etc. Mais en fait, ce que tu fais, tu ne t'aides pas. Il va prendre ses appels, etc. Il va en cramer, logique, puisqu'il ne connaît pas ce que tu fais en profondeur. Exactement. Et toi, tu vas te dire quoi? Le mec, il n'est pas bon, du coup, ça ne marche pas. Du coup, ben, il n'est pas bon, vous êtes nul. Du coup, alors que non, alors que c'est quelqu'un qui a peut-être vendu déjà des centaines, des milliers, des centaines de milliers ou des millions ailleurs. Et il arrive chez toi, ça ne fit pas parce que tu n'es pas patient, pas assez disponible pour l'aider à monter en compétences, etc. Tu es trop exigeant par rapport à la réalité du marché. Et ça me vient encore une anecdote en tête où on a eu une cliente en agence où on fait un événement avec la personne. Un événement, on fait 40 000 € sur un seul événement. Et puis, après cet événement-là, plus rien. Donc, on doit lancer un deuxième événement. Et la personne me dit, oui, mais moi, avant, je faisais tant. Je faisais plus, machin, etc. Je dis, oui, mais avant, tu faisais un événement chaque semaine. Là, tu fais un événement par mois. Alors que quand tu fais des événements chaque semaine, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir sur une semaine, en fonction de la qualité du lead, en fonction du nombre d'inscrits, etc., des ventes qui sont plutôt basses. Et la semaine d'après, tu rattrapes. Parce que le marketing a été bon, parce que les ventes ont été bonnes, etc. Donc, sur le mois en global, tu fais un bon chiffre d'affaires. Mais quand tu fais un événement par mois, si la qualité des leads elle est pourrie, et qu'on te dit, bah, tu sais quoi, la qualité n'est pas au top, ça vaudrait le coup, bah, tu ne crois pas, bah, prends quelques appels toi. Et que toi-même, quand tu prends les appels, tu as du mal à le vendre et que tu veux remettre la responsabilité, et c'est ça aussi on va parler d'honnêteté intrinsèque des infopreneurs, c'est que, bah, en fait, il y a un problème. Et ton problème ne se situe pas sur le fait que ça se vende ou pas, c'est que là, encore une fois, tu joues le rapace parce que tu te dis, ah, je vais payer les coms, donc je préfère ces commissions-là les garder pour moi, je vais pouvoir me payer, peut-être me rémunérer, ou je vais peut-être l'investir en marketing. C'est bien d'investir en marketing, mais si tu investis en marketing et que derrière, il n'y a personne pour vendre tes produits, c'est ça. Ça me fait penser à une cliente qui nous avait confié en fait une partie de son marketing, même si on est agence de closing, dans le sens où elle avait son marketing qui générait des leads, mais elle était sur un nouveau produit. Et nous, en termes d'accompagnement, on savait qu'on partait de zéro. Donc l'idée pour nous, c'était de faire des premiers appels, justement pour lui faire des remontées terrain, aider son marketing à peaufiner l'avatar client, puisque là, il s'agissait de... C'est une femme qui s'adresse à des femmes, mais elle ne savait pas encore exactement à quelle typologie de femme. Donc, elle n'était pas capable de bien définir son avatar. Donc, on a lancé des pubs, enfin, son marketeur a lancé des pubs tout azimut pour attirer des femmes. Et c'était à nous d'appeler, de tenter de closer pour voir, en fait, par rapport à son offre, à qui son offre parlait le plus sur des femmes qui étaient toutes comprises entre 25 et 55 ans, mais certaines étaient étudiantes, d'autres étaient au chômage, d'autres étaient des femmes d'affaires, des femmes entrepreneurs, des salariés, des non-salariés, des femmes au foyer. Donc l'idée, c'était d'essayer de définir ça. Et là, donc
tu vois, là, c'est clair, là, quand je t'explique ça comme ça. Ouais. Ça, c'est son postulat de base. Maintenant, on passe à la réalité du terrain sur une offre qu'elle n'a jamais vendue. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, ouais, mais on ne fait pas assez de ventes. Ouais, mais pourquoi on vend plus à des femmes qui n'ont pas d'argent alors que moi, je veux qu'on vende plus à des femmes qui sont entrepreneurs. Donc, c'est là que des fois, on tombe sur des gens qui sont, entre guillemets, perdus. Ils vont te dire A au départ, et puis, au fur et à mesure qu'ils mangent, l'appétit venant en mangeant, je dirais, ils se mettent également à changer. Donc, ils se mettent à changer et ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils te disent. Donc là, l'idée de nous, à la base, c'était de savoir, parmi les gens qui venaient, à qui l'offre correspondait le plus. Elle est partie du principe que, parce qu'on lui a dit, idéalement, ça serait mieux de vendre à des femmes qui ont plus de budget. Et donc, c'est devenu une exigence en cours. Ah, mais vous vendez, oui, mais les gens que vous avez closés, là, c'est une mère au foyer, là, c'est une femme qui n'a pas trop d'argent. Ça n'a pas de sens. Donc là, encore une fois, on tombe sur une forme d'incohérence où l'idée, encore une fois, c'est se dire, on est là en train de faire notre métier qui est vendre. On vend aux gens à qui on peut vendre. Mais par contre, l'idée, c'était à la fin de faire un bilan pour définir l'avatar. Et vous voyez que dans le cadre de cet exemple, on change d'objectif, on change de règles du jeu en cours de mission. En cours de mission. Ça n'a pas de sens. Et ça, moi qui suis entrepreneur, je le comprends, mais ça va déjà, moi, m'irriter, ce changement, ce volte-face. Mais imaginez les closers. Imaginez le closer. Le type, il dit, c'est quoi l'avatar? On lui dit, il n'y a pas d'avatar. Pour le moment, tu essaies de vendre. L'avatar, c'est juste une femme. Tu essaies de vendre. Et ensuite, à la fin, il se fait taper sur les doigts parce qu'on lui dit... Parce qu'il vend, mais il vend, entre guillemets, aux mauvaises personnes. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est toujours quelle est la priorité, en fait, au final. Exactement. Donc là, encore une fois, ça passe par le fait de dire, ayez vous-même de la clarté. Parce que, et ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure, vendez vous-même dans un premier temps vos propres offres. Parce que tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas de la clarté sur vous-même, sur votre produit. Et comment tu peux aller dire à un closer, c'est lui mon avatar? Mais tu mets encore le doigt. C'est pas au closer de deviner. Mais tu mets le doigt aussi sur quelque chose. Quand tu dis vendez d'abord vos propres produits, tu as aussi les infopreneurs qui inconsciemment se disent oui, mais moi, quand je vends moi-même, je vends à 80%, 70%. Ouais, mais et eux, ils se disent, du coup, moi, j'attends du closer qui vend aussi à 70-80%. Simplement, comme Sidney vous l'a dit, il n'y a personne qui connaît votre produit mieux que vous. Et vous avez ce transfert d'autorité qu'un closer n'aura jamais. C'est vous qui détenez l'autorité. Donc oui, forcément, si vous vous vendez vous-même, si vous êtes un peu bon et que vous avez pratiqué vos skills, etc. à la vente, vous vendrez toujours un peu mieux que vos closers. Et c'est normal. Le but étant de faire en sorte qu'ils se rapprochent et qu'ils puissent atteindre des taux de conversion qui sont tout à fait corrects. Et quand je dis correct, c'est que si on a 5 profils qualifiés, qu'on réussisse quand même à faire une vente, ça fait 20% de conversion, 20-25% de conversion. On ne s'en rend pas compte. Et je pense que c'est parce qu'on est dans cette niche d'infoprenariat. Mais aller dans le monde des grandes entreprises et tu lui dis, chaque fois que tu me donnes 5 personnes au téléphone, je te fais une vente, les mecs, ils vont sauter au plafond. Ouais. Ils vont sauter au plafond. Et je pense qu'on est biberonné à ça au résultat de X ou Y où on voit les fameux trophées, ClickFunnels et tout. On se dit, ouais, allez, c'est... Mais sauf que tu n'as aucune idée de quel est son investissement publicitaire. Voilà, parce que le chiffre d'affaires, c'est une chose. Mais ça ne garantit pas finalement toi ta marge. Tu ne sais pas quelles sont ses dépenses, quels sont ses coûts fixes, quelles sont ses charges. Donc souvent, moi je me dis, est-ce que ça vaut mieux de gagner 1 million, mais qu'à la fin de l'année, il te reste 100 000? Ou alors, tu préfères faire 500 000 et avoir 300 000 dans ta poche? C'est ça. La finalité, ce n'est pas tellement le chiffre d'affaires, c'est la marge bénéficiaire. En tant que chef d'entreprise, vous devrez le savoir ça. Pour ça, je vous disais de mettre votre casquette de chef d'entreprise parce que ça, ce sont des métriques qui doivent être maîtrisées. Tu parlais tout à l'heure de... Sur le délai, le délai de... Parce que les clients, par exemple, qui vont te dire, OK, on commence... Et en plus, on a une magnifique anecdote avec un client qui vont te dire, OK, nous, on va partir. Et on a remarqué que les infopreneurs aussi, c'est des personnes qui ont du mal à respecter les contrats, soit parce qu'ils se sentent intouchables, ou alors ils sont dans les pays hors de la France, etc. Exactement. Et donc, ils pensent qu'ils sont pas... ils peuvent faire ce qu'ils veulent, grosso modo.
mais qui vont te donner, par exemple, une période d'essai. Vous avez défini qu'il y a une période d'essai pour justement le temps que les équipes puissent monter en compétences et qui vont te dire non, au bout d'une semaine, au bout d'un webinaire, même si vous avez fait du chiffre, qui pour eux, ils estiment que ce n'est pas assez. Imagine, tu mets 3 000 € dans un budget, puis on t'en ramène 40 000. Yes. Et tu estimes que tu n'as pas gagné de l'argent? Oui, effectivement, il y a ce côté chiffre d'affaires encaissé et chiffre d'affaires, ok? Mais il y a cette dualité-là. Je dirais que le closer, effectivement, il y a toujours cette notion de chiffre d'affaires encaissé, mais ce n'est pas à la responsabilité du closer de suivre votre chiffre d'affaires. Vous devez avoir un process en interne pour suivre vos clients, vos impayés clients, etc. Or, aujourd'hui, si tu remarques bien dans la niche infoprenariat, ça repose sur le closer. Le closer. Tu vois, ça repose énormément sur le closer. Si le client il ne paye pas, ben, c'est de la responsabilité du closer, etc. Mais en fait, non. Le closer, il a fait son taf, en réalité. Il a fait son taf en réalité. Et je pense que plus vite, alors quand on débute, c'est normal d'avoir cette idée-là. Mais quand tu commences déjà à générer 100 000, 200 000, 300 000 € par mois de chiffre d'affaires, tu dois avoir un processus de recouvrement en interne qui s'occupe de recouvrer justement grâce au contrat signé avec tes clients pour pouvoir faire le recouvrement pour que tes closers, en fait, eux, ils s'occupent de une seule chose, en fait, c'est 1, convertir les leads entrants, 2, être très bon dans la conversion des follow-up, donc des leads, finalement des clients en cours qui sont dans le pipeline, et ils doivent être au focus que à faire cette partie-là. Donc, tu dois avoir quelqu'un en interne qui va s'occuper de la partie contrat, même si effectivement les closers, ils envoient les contrats et ils s'assurent que le contrat soit signé, mais tu dois avoir en interne, quand tu fais déjà un volume de chiffre d'affaires, ce qu'on va appeler des customer care qui vont s'assurer justement que l'onboarding du client se fasse comme il faut, etc. Or, parce que les infopreneurs, dans ce côté rapace, ils vont vouloir que le closer il close, que le closer fasse l'onboarding du client, que le closer se rassure que le client il a bien signé les contrats, que le closer se rassure que le client suive bien ses paiements, etc. Et vous voyez que ce n'est plus corrélé. Et surtout, c'est que là, quand on fait ça, c'est un vrai travers de l'infopreneur, c'est que le closer a une mission. Sa mission, c'est être au téléphone face à un prospect, donc un potentiel client, et de le closer à ce moment-là. S'il ne le close pas à ce moment-là, il a une deuxième mission qui est le follow-up, donc le suivi d'activité. Donc, il va relancer avec, effectivement, là, il y a tout un process avec des séquences de relance qui peuvent être facilitées si vous mettez en place effectivement un système via un CRM. Encore une fois, souvent on n'y pense pas. On va directement aller sur son téléphone ou sur un bout de papier. Ça, c'est des techniques qui marchent sur Excel et ça marche moins bien parce que l'idée aussi, c'est que quand tu fais ça sur Excel, tu fais ça sur papier, ça reste une charge mentale. Et l'être humain a une capacité à stocker qu'un certain nombre de data qui resteront dans sa conscience de façon limitée. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas du tout y penser et de compter sur le CRM qui, lui, justement, va t'alerter au moment opportun pour que, au contraire, tu te décharges de tout ce qui pourrait venir t'encombrer l'esprit. Et ça fera que quand tu seras au téléphone, dans le cadre de tes appels ou dans le cadre de ton follow-up, tu seras hyper concentré parce que tu n'as pas de charge mentale qui vienne te polluer. Sauf que, effectivement, beaucoup trop d'entrepreneurs ne font pas ça, ne veulent pas investir sur un outil tel qu'un CRM, qui vont se dire ouais, mais on a un document, un fichier Excel, ça suffit amplement pour faire le taf. Mais là, qu'est-ce que tu fais ici? Des fausses économies, on appelle ça les fausses économies. Tu fais des fausses économies, tu vas embrouiller et tu vas encombrer en charge mentale ton closer. Il n'a pas de la place, il n'a pas du cerveau disponible pour les gens avec qui il est en face parce qu'il est pris par d'autres éléments. Et ça fait que finalement, dans son activité, tu sens qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas fluide, il n'est pas serein, parce que tu viens tout simplement lui polluer l'esprit, parce que tu ne veux pas investir dans un CRM qui te coûterait par closer, effectivement. Entre 20, 30. On pourra vous mettre en commentaire un CRM qu'on utilise et qu'on implémente pour nos clients, qui a un bon rapport qualité-prix. Ça vous permettra au moins de le mettre, de l'implémenter, que vous débutiez ou que vous soyez déjà avancé dans votre business. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans un CRM. Et puis, on met aussi le doigt sur... et j'ai remarqué, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que généralement, la niche infopreneur, c'est des personnes qui, quand ils n'ont pas de système en place, etc., ils sont très, très contents. Limite, ils te remercient, ils pourraient te donner leur père et mère. Quand tu commences à bosser avec eux et que tu leur mets un système en place, que tu leur mets des closers... C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et quand ils commencent à gagner de l'argent, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'active dans leur tête.
ils commencent à se dire, ah, Yes. là, on les paye trop. Yes. Ah, C'est ça. ça me fait mal, ça pique. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est un autre travers, ça. On a des clients comme ça qui nous font appel à nous en tant qu'agence de closing. On leur met en place tout un setup d'accompagnement. Donc, ce système, voilà. en fait, le setup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, globalement, ce qu'on va mettre, c'est mise en place de CRM, mise en place de sales process, onboarding, de closer C'est ça. et de setter en fonction des besoins, de la capacité du business. Donc, c'est vraiment un pôle commercial sur mesure de A à Z. C'est ça. Donc, on crée un pôle commercial. Et ce pôle commercial, donc, il y a des process, il y a des outils, et puis il y a des êtres humains. Et tout ça, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire que n'avait pas l'entrepreneur au départ. Et ce savoir-faire, à chiffre d'affaires égal, hein, en mettant juste en place un pôle avec un process, ça change. Et ça peut effectivement venir fluidifier l'activité. C'est-à-dire que si avant on galérait pour faire ce genre de chiffres, avec ce type de pôle, ce type de process et de système, bah, l'activité est fluide. Et généralement, on voit plutôt une progression même du chiffre d'affaires qu'une stagnation. Donc ça, c'est vraiment game changer. Mais comme le dit Steve, le problème là-dedans, c'est que l'être humain étant ainsi, et si vous souhaitez continuer à scaler, à grandir, vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Sauf que là, vous arrêtez vous-même votre propre courbe d'apprentissage parce que vous allez refuser de continuer à croître en vous croyant être arrivé. Parce qu'on vous a mis en place un système, vous vous dites, c'est bon, ça y est, j'ai tout, j'ai plus besoin de les fausses économies. Et je vais me débrouiller par moi-même avec ce que j'ai. C'est comme si je te disais, t'as beau me dire, je voyage 4 fois par mois, et j'ai la chance exceptionnelle de voyager en jet privé 4 fois par mois, et je me pose à côté du pilote, je suis comme son copilote. Et t'as beau le regarder faire pendant 4 fois par mois, pendant 36 mois d'affilée, le jour où il n'est pas là, tu ne sauras pas faire décoller l'avion. Et c'est ça, si tu as un concierment, ils se disent, j'ai vu comment ils font, c'est pas si compliqué que ça, donc du coup, je vais me passer de... Mais sauf simplement, ce n'est pas votre zone de génie. Et comme ce n'est pas votre zone de génie, nous, vu que c'est notre zone de génie, quand je dis nous, c'est vraiment toutes les personnes qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers d'équipe, qui ont des agences, etc. Nous, on va tout le temps se former nous-mêmes aux nouvelles techniques de vente, etc. pour améliorer nos agences, principalement. Et aussi, on va toujours être à la recherche, on va avoir des idées que foncièrement, vous n'aurez pas. Sur le côté, attention, chacun a sa zone de génie, sur le côté pôle commercial purement et surtout stratégie de vente. D'accord? Vraiment sur cet aspect-là. Et ce que je remarque, et on a eu le cas, parce qu'on a eu le cas avec des clients, où quand tu arrêtes la mission, ils étaient sur des chiffres d'affaires à 100 000 et plus, et dès qu'on arrête, dès qu'on part, tout de suite, ça chute, c'est descendu à 40 000. C'est descendu à 40 000. Et parce qu'en fait, ils voulaient faire une économie toute bête, et là, ils quittent de faire un CA à 100 000 et plus à retomber à 40 000. Vous voyez le gap? Directement, parce que le système, c'est une chose, mais il y a ce qu'on appelle le management au quotidien, dans les feedbacks, le suivi des closers, etc., l'écoute d'appels, les réunions avec les équipes, les échanges, que vous n'allez nécessairement pas avoir le temps matériel pour pouvoir le faire. Et puis aussi tout le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir, parce que le système, les process, tout ça, effectivement, c'est de la mécanique. Mais cette mécanique, elle est uniquement là au service d'hommes et de femmes, donc des closers et des closeuses. Et le plus compliqué là-dedans, c'est pas de mettre en place ces process et les systèmes, c'est de faire en sorte que les process et les systèmes fonctionnent en symbiose avec les hommes et les femmes auprès desquels ces process et ces systèmes sont là pour les servir. Et donc, si vous ne savez pas manager ces gens-là et si vous ne savez pas les faire fonctionner ensemble, vous n'y arrivez pas. Parce que vous aurez le système, vous aurez les process, mais vous ne savez pas manager les hommes et les femmes et vous ne savez pas non plus les faire combiner avec les process, avec le système. C'est la raison pour laquelle on passe de 100 000 à 40 000 euros de chiffre d'affaires, alors que le système, il reste en place. Le système, il est le même. Le système, il est le même, les closers sont les mêmes, exactement, etc. Donc, il y a aussi un élément sur lequel tu avais mis le doigt sur les infopreneurs, justement,
qui veulent des résultats tout de suite. Donc, tu vas vous définir une période d'essai et qui veulent la raccourcir, etc. Je pense que tu as une très, très bonne anecdote là-dessus sur un client qui, lui, un infopreneur qui va donner 3 mois de période d'essai à ses propres clients en estimant que, en fait, tu ne peux pas juger de la qualité de son travail au bout d'un mois, 2 semaines. C'est ça, c'est un influenceur, on taira le nom, c'est un influenceur qui travaille sur une certaine plateforme, pour ne pas le citer, LinkedIn, et avec lequel on a eu un souci. C'est qu'on a eu littéralement 3 semaines de collaboration effective. Oui. Sur les 3 semaines, même pas effective, sur les 3 semaines de collaboration, il y a eu littéralement 11 jours de travail effectif. 11 jours. 3 jours avec une setteuse, 8 jours avec un autre setter qui était le premier setter. Donc 8 plus 3, ça fait bien 11. Et sur les 3 semaines, donc en fait, on a un outil qui est une IA qui génère du lead. Et le programmeur, effectivement, de l'IA, il était malade la première semaine. La deuxième semaine, effectivement, il était en congé. Et la 3e semaine, donc pendant 11 jours, on va dire, il était là. Et donc, finalement, il n'était pas content du travail fait parce que l'IA avait généré des leads, mais on n'avait pas encore généré des ventes parce que les setters étaient là pour générer des rendez-vous. Ensuite, le closer devait générer des ventes. Et au bout de 8 jours de travail plus 3, donc 11 jours de travail effectif, il décide effectivement de mettre fin à la collaboration. Le comble, donc moi je lui pose la question, je fais donc tu nous juges au bout de 11 jours de travail. Il me dit oui, c'est comme ça. Mais le doigt vraiment sur les... Alors que... Sur les 11 jours, il y a aussi des événements qui sont passés sur les 11 jours. Alors, ce n'est pas 11 jours effectifs. Et ce qui s'est passé, c'est que sur les 11 jours, le setter, c'est quelqu'un qui doit setter sur un compte LinkedIn. Sauf que toi, quand tu settes sur un compte LinkedIn, tu arrives, tu es un setter, donc tu as, comme Steve le disait, ce sont des indépendants. Donc ça veut dire qu'ils décident du moment où ils veulent travailler. Donc quand tu as un setter qui te dit, voilà, moi je vais setter pour toi, client A, de 17h à 19h. Attention, ce que tu dois préciser, c'est que vous vous étiez entendu sur ces horaires-là de travail. Voilà, on s'est attendu sur ces horaires de travail-là parce que le setter, il a d'autres missions. Donc de 14h à 16h, il set pour le client B. De 17h à 19h, il est censé setter pour le client A. Ce fameux client A sait que le setter set pour lui sur la plage horaire 17h-19h. Parce que par rapport à sa plateforme LinkedIn, les gens sont là à ce moment-là. Il reçoit des messages sur son compte LinkedIn à 14h, 15h. Quand le setter arrive à 17h, il dit « Sidney, je ne peux pas travailler ». Le type il a déjà répondu au message. Et ce client-là me dit « Oui, mais il y a des messages à 14h, à 14h30, à 15h, il n'était pas réactif ». Et donc, moi, je ne voulais pas que le client attende. Mais sauf qu'il ne travaille pas pour toi dans ces horaires-là. Il ne travaille pas pour toi à ces horaires-là. Et puis, ce n'est pas encore des clients, ce sont des prospects. Laisse-le faire son travail de setter qu'il fait mieux que toi. Sinon, à quoi ça sert de le prendre? Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que on a arrêté donc de collaborer parce qu'il a jugé qu'au bout de 8 jours de travail effectif, il n'y avait pas eu de vente. Moi, je vous dis que quand on est sur une offre, on part de zéro. Une offre en plus, tu as plusieurs milliers d'euros qui dépassent même les 10 000 euros. On part de zéro. Il n'y a rien qui a été fait. On est en train de mettre en place justement tout le processus. S'arrêter au bout de 8 jours, ça n'a pas de sens. Surtout que lui, il m'a demandé ce qu'on appelle « Sidney, qu'est-ce que je devrais mettre moi en termes de période de garantie pour ma pop-off ?» C'est une offre de gamme. Je lui ai dit « Tu mets soit 30 jours, soit 90 jours. » Il me dit, bah écoute, je vais plutôt partir sur 90 jours. Je lui dis, ok, comment tu le justifies? Il me dit, je pense qu'au bout de 90 jours, c'est bien parce que 30 jours, c'est trop court pour que le client puisse juger de la qualité de mon travail. Donc, il me faut 90 jours pour qu'on puisse effectivement apporter les résultats. Je lui dis, d'accord. Donc, toi, tu veux mettre fin à notre mission au bout de 8 jours plus 3 de travail effectif, soit 11 jours. Alors, 3 jours, non, tu n'as même pas 3 jours de travail effectif, puisque la deuxième personne qui a été onboardée, le compte LinkedIn avait été bloqué par le client. Avait été bloqué, oui, c'est vrai que oui. Et donc, tu travaillais un seul jour. Un seul jour.
Donc on peut même dire qu'il y a vu 8 plus 1, ça fait 9 jours effectifs, tout à fait, puisque pour la deuxième setteuse, elle avait sur les 3 jours de travail, 2 jours où le compte LinkedIn était inaccessible, et donc il y avait un seul jour de travail effectif. Et donc là, vous voyez l'incongruité du truc, la débilité de la chose, c'est qu'on a un influenceur qui nous dit « Moi, je vous juge, vous, prestataire, au bout de 8 plus 1, 9 jours de travail effectif. Par contre, moi, à mon tour, quand on devra me juger, il faut qu'on me juge sur 30 jours 90 jours de travail. » Ça n'a pas de sens. Ça rejoint un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vendre des offres haut de gamme si vous-même, vous ne consommez pas des offres haut de gamme. Soyez dans une cohérence. Tu ne peux pas dire, moi, je fais appel à des freelances, à des prestataires, à des agences. Je veux qu'ils soient capables de produire des résultats en une journée, en une semaine, en 10 jours, quand toi, tu demandes à tes propres clients de te laisser 90 jours pour faire l'épreuve de la qualité de ton travail, de ta prestation. Soyez cohérents. Donc ça, c'est encore des... Et des comme ça, on en a plein. Et ça me fait penser à une agence, un centre de formation au Maroc. En l'espace de 3 semaines ou 1 mois, ils m'ont grillé 3 closeuses. 3 onboarding d'une semaine. Des onboarding qui durent 1 semaine. 3 onboarding d'une semaine. Et donc, en l'espace d'1 mois, j'ai grillé 3 closeuses. Mais en fait, c'est ça. Tu sais pourquoi ? À chaque fois... Vas-y, finis. À chaque fois, les closeuses me disaient « Sydney, j'arrête, le gars, il me parle trop mal. » C'est vrai. Donc ça, c'est un point qu'on n'a pas encore soulevé. Parlez correctement et humblement, modestement à vos closers. Ce ne sont pas vos employés, Steve vous l'a dit tout à l'heure. Ils sont indépendants. À un moment donné, tu lui parles mal. Le type ou la nana, elle a de la dignité, elle se barre. Et inconsciemment, pour eux, ils se disent que les closers, non seulement ça tombe du ciel, et dites-vous que les meilleurs closers, ils sont positionnés. Les bons closers, généralement, ils sont en mission, etc. Et donc, plus pour aller dénicher les bons talents, pour vous onboarder des bons closers, etc., même des closers qui débutent, etc., c'est de plus en plus difficile. On a l'impression que ça court les rues, etc. Donc, il y a un processus interne de recrutement de closers, de formation de closers qui nous prend du temps. Et je pense que inconsciemment, vous vous dites, ah, celui-ci, etc., il ne fait pas l'affaire, allez hop, je le jette. Mais non, et je pense que c'est aussi les agences, ou si tu veux, inconsciemment, qui ont aussi favorisé ça en ne mettant pas, tu sais, des frais d'onboarding. Parce que recruter des personnes, faire des entretiens, les former à vos produits, à leur service, vous leur apprendre comment votre écosystème fonctionne, c'est du temps homme, d'accord? C'est des heures, c'est du temps homme que nous, on prend. Donc, quand tu positionnes un closer, bah, et que au bout de 2, 3, 4 jours, 5 jours, et toi, l'infopreneur, tu ne comprends pas que il y a eu toute une démarche derrière et qu'il faut que la personne aussi monte en compétence finalement, et que tu es trop pressé parce que tu veux griller l'onboarding, ben non, ça ne favorise pas déjà la qualité quelque part. Parce que du coup, tu demandes à ton agence, il faut qu'on trouve d'autres closers tout de suite, etc. Mais non, ça demande du temps. Et je prends aussi le cas de figure des personnes qui te disent, bon, on va lancer tel jour, donc le jour arrive, il n'y a pas de lancement. Donc toi, tu as déjà fait tout le travail préliminaire, donc pendant 1 mois ou 1 mois et demi en amont pour trouver les bons profils, pour les former, etc. Ils se disent qu'ils vont commencer, disons, le 1er janvier. Le 1er janvier arrive, tu dis non, j'avais mal à la tête, etc. Donc du coup, on va faire le lancement dans 2 semaines, on n'est pas prêt. 2 semaines arrivent, non, du coup, le lancement est prévu pour le début février, etc. Février arrive, mars, avril. Donc tu vois que tu nous as fait recruter quelqu'un, former la personne, faire attendre le closer pendant 4 mois, pour qu'on commence une mission. Il faut vraiment comprendre que le closer, c'est un indépendant. Il a 0 € par jour non travaillé, par jour non productif. Donc tu ne peux pas te permettre, toi, en tant qu'influenceur, de solliciter un closer directement, de solliciter une agence de closing qui va faire un onboarding en interne et derrière ne pas délivrer ta part de travail, c'est-à-dire des leads. Des leads. Tout simplement parce que lui, chaque jour qui passe non travaillé, c'est une perte sèche. C'est 0 qui rentre. Donc lui, il a 20 jours de travail ouvert sur le mois. Tu lui en as fait perdre 5. C'est 1/4 de son CA qui est parti. Et encore, ça veut dire que surtout si on est dans un processus d'onboarding, c'est même les premières semaines, la première semaine, il gagne pas d'argent.
il ne gagne pas d'argent puisqu'il est en train d'apprendre le travail. Tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant. Tu disais, oui, il y a des agents de closing qui font mal les choses. Les agences de closing, elles font quelque chose de bien. C'est que toi, en tant qu'influenceur, si tu travailles directement avec un closer, tu peux avoir le meilleur closer. Il fait tes ventes, ok, ton business, il cartonne. Il tombe malade, il part en vacances ou il quitte tout simplement, il arrête. Ouais, c'est un indépendant. C'est un indépendant. Pour X ou Y raison, ton business, il est mort. Mais ce que tu dis là, ça nous est déjà arrivé de perdre 9 closers d'un coup pour X ou Y raison. C'est même pas qu'il y a eu quoi que ce soit, où ils se sont concertés, etc. Ton business, il est mort. Un part en vacances, l'autre est tombé malade, l'autre, tu vois, l'autre veut changer de niche. Exactement. Et l'avantage de passer par une agence de closing, c'est que ton business, il ne dépend pas d'un closer, il dépend d'une agence et l'agence a plusieurs closers. Ça veut dire que l'idéal déjà, ça sera de jamais mettre un seul closer, mais d'en mettre plusieurs pour avoir justement plusieurs œufs, une stabilité. Il y en a un qui est malade, qui quitte pour X ou Y raison. Il y en a toujours 2-3 autres qui sont là et qui assurent l'essentiel du chiffre d'affaires. Ça, c'est le numéro 1. Et celui qui s'en va, il est remplacé. Et donc ça, c'est effectivement une force que les agences de closing vous apportent. La capacité de remplacer la personne. Maintenant, le fait est que ça ne peut pas être gratuit. Ça ne peut pas être gratuit, c'est parce que c'est inestimable en fait pour une boîte. Te dire que j'ai un indépendant sur qui tout repose, mais il tombe malade, il est en congé, il se barre, comme ça du jour au lendemain, ton business il est mort. La stabilité, elle est garantie, la pérennité est garantie par les agences de closing. Sauf que ça a un coût. Et ce coût, ça passe par ce qu'on appelle des frais d'onboarding, donc des frais de mise en place, et peu il faut dire la vérité, hein, peu d'entrepreneurs sont prêts à mettre un billet sur la table pour payer ces frais-là. Ils vont préférer se dire « Ah, mais j'ai des frais d'onboarding, j'ai des frais de mise en place à payer, donc je les esquive, donc je vais prendre directement des closers. » Sauf qu'à un moment donné, ton closer, c'est un être humain, il tombera malade, ou il devra prendre des congés, et là, tu verras que le coût, la perte que tu n'as pas voulu mettre effectivement dans l'agence de closing sera largement supérieur dans le coût que te fera subir le fait d'être passé directement avec un closer seul. Et puis, il faut les manager aussi, les closers. Dès lors qu'il y aura effectivement un souci. Après, sans compter le fait qu'il faut savoir les manager. Toi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu n'as jamais vendu, comment tu peux le manager? Si tu n'as jamais vendu, comment tu peux lui donner des conseils? Parce que prenons le cas des gros infopreneurs avec lesquels on a pu travailler, etc. Ils avaient déjà vendu, ils avaient déjà fait du chiffre d'affaires, etc. Mais in fine, ils ne savaient pas où partait leur argent, ils ne savaient pas ce que les closers faisaient ou pas, ils n'avaient pas le temps de les manager. En fait, ça les saoulait de les manager au quotidien parce que c'est quand même chronophage comme activité. Donc au final, ça reste quand même bénéfique pour eux de se dire, écoute, moi, je vais me détacher de tout ça, je vais être sûr que ce soit bien fait, etc. Et puis moi, je suis tranquille. Okay, mais il faut toujours garder à l'esprit que finalement, si je mets 2500 euros, 10 000 euros de budget plus, mais que j'en gagne 100 000, 150 000, 200 000, c'est déjà très très bien. Yes. C'est déjà très très bien. Et de ne pas être dans l'illusion de se dire, je vais mettre 10 000 euros dans la boîte, mais je dois faire 1 million parce que j'ai mis 10 000 euros ou 5 000 dans la boîte. Ça, c'est vraiment un autre point pour terminer là-dessus. La gourmandise. C'est la gourmandise. Si on arrive sur la fin du podcast, c'est que il faut vraiment être cohérent, les gars. Il faut vraiment être cohérent. Et c'est un peu comme dans la publicité. À un moment donné, dans la publicité, on peut avoir des retours des ROI de 5 à 15. Mais il faut poser le premier billet. Tu mets 1, tu as 5. Selon les niches, tu mets 1, tu as 10. D'autres, tu mets 1, tu as 15. Mais les 1, il faut les poser. Et là, c'est pareil. Et à un moment donné, vous voulez aussi avoir un pôle commercial performant, il faut être en capacité d'investir dans un pôle commercial performant. Et un pôle commercial performant, même si tu as le meilleur des closers seul, à lui seul, ce n'est pas un pôle commercial. Parce qu'un pôle commercial, ça commence par 2 personnes. Et aussi un système. Bien sûr. Système, process et 2 humains. Les 2 humains, c'est qui? C'est un commercial et son manager, à minima. Là, tu as un pôle commercial. C'est-à-dire que tu feras l'erreur monumentale de te dire
parce que je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui nous regardez, qui nous écoutez, de se dire j'ai un pôle commercial et je dis il y a qui dans ton pôle commercial? Tu me dis qu'il y a un closer. C'est-à-dire que le mec, il est seul, il n'a pas de manager, c'est toi qui le manages de temps en temps, mais tu n'es pas un manager commercial, il n'y a pas de système, il n'y a pas de process. Ou alors, ils ont souvent des process qui pensent être bons, ils ont des outils qui pensent être bons, qui ne sont pas le cas, et pour eux, ils ont un pôle commercial parce qu'ils ont eu un conglomérat ou bien une agglomération de closers. Ils ont 2, 3, 4 closers dans l'équipe et pour eux, ils ont un pôle commercial. Or, un pôle commercial, c'est pas que ça, c'est des process, c'est un système commercial performant, éprouvé, qui a fait ses preuves, qui fonctionne, qu'on a testé ailleurs, dans d'autres niches, dans d'autres business, qui marche et surtout, du coup, les sales process en premier et un manager, quelqu'un qui va manager les commerciaux. Et c'est là où tu commences à avoir un pôle commercial qui tienne la route. C'est ça. Donc, merci à vous d'avoir suivi cet épisode qui était plus ou moins long, mais on a encore tellement de choses à dire sur cette thématique. Vous l'avez dit, hein, il y a tellement d'exemples. Et d'anecdotes, mais ça sera les sujets d'autres podcasts. De toute façon, on a beaucoup de choses à se dire et on aura l'occasion de... Exactement. Laissez-nous des commentaires et puis si vous avez également des expériences, des anecdotes également à partager, on se fera le plaisir de les lire et puis peut-être qu'on fera aussi un épisode bis, un numéro 2 sur ce sujet-là, effectivement, s'il y a un intérêt à le faire. Et peut-être aussi sur vos problématiques. Vous pouvez mettre vos problématiques aussi pour ceux qui vont regarder la version vidéo du podcast, parce que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les chaînes de diffusion de podcasts et également sur les plateformes comme YouTube pour justement pouvoir laisser vos commentaires, etc. N'hésitez pas à partager si vous aimez le contenu, ce qu'on fait. N'hésitez pas à partager à toutes les personnes que ça pourrait intéresser cette thématique-là, parce qu'on vous a dit, la vente, ça reste l'oxygène de votre boîte. Donc tout ce qui va vous permettre, vous, de vous améliorer dans la vente en règle générale, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Donc on se retrouve au prochain épisode. Pour les tontons closers. Salut. Ciao.